Bienvenue au podcast sur la piste du crime. On n'est pas des avocats, ni des experts en crime. On est juste un couple qui aime se raconter des histoires. Dans notre podcast, il va y avoir des sujets difficiles à entendre. Trigger warning pour les gens sensibles. Mais si t'es sensible, qu'est-ce que tu fais à écouter du true crime? Parfois, il va y avoir du sacrage. Parce qu'un violeur, c'est pas juste une marde. C'est une estie de marde. Puis on va pas se le cacher. Un tabarnak bien placé, c'est drôle en crise. Puis si t'aimes pas ça, je m'en calisse. Bonsoir Mireille. Allô René! Hier, c'était la Saint-Valentin. Ben oui. On est sortis au resto toutes les deux. On avait planifié d'enregistrer cet épisode-là après notre sortie au resto. Mm-hmm. Mais ça a pris trop longtemps au resto. ça a été très long. Après 2 heures avant qu'on reçoive notre manger. Oui, une chance que c'était bon. Hein? Ouais. Puis ça ne dérangeait pas de jaser, nous autres, puis d'attendre. Là, c'est on a pas pour chialer, c'est juste qu'on n'a pas eu le temps. Jaser, moi, puis toi, puis nous deux. Oui. Jaser avec la table en arrière de toi. Oui. On a rencontré des parents des gens qu'on était au secondaire avec. C'est ça. Mais moi, j'étais à la petite école avec. Ah, la petite école avec. OK. Moi, c'était au secondaire. Ouais. Des gens de Moonbeam. Ben oui. C'est sûr. Puis au Pesatica aussi. Hein? Le monsieur, c'était d'Opesatica. C'est vrai, c'est vrai. Shout-out au monsieur et à la madame qui probablement ne nous écoutent pas, mais c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Oui, c'était quand même une petite belle soirée en amoureux. Là. Ah oui, une belle petite fun. soirée, je devrais dire, franchement. Oui. Oui. Et bientôt, on s'en va en vacances. Oui, on a tout annulé ça aujourd'hui, puis on a reschédulé des nouvelles vacances. Parce que fuck Trump. Oui, c'est ça. On parle sur la piste du crime, on parle du crime, puis je m'excuse, mais ça me tente pas d'être un État des États-Unis. Non. Je ne vais pas donner mon argent à Donald Trump. T'as pas besoin de t'excuser avant de dire ça. Ça fait que les vacances qu'on s'en allait faire à Disney, malheureusement. À Orlando. Ouais. À Orlando, parce le cadeau de Noël des petits, c'était pour aller à Disney. Mais c'est pas seulement pour pas donner notre argent, c'est parce que les choses s'en viennent vraiment pas. Oui, comme il y a eu des grosses belle, complications avec Air Canada aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui annulent leur vol. Donc, Air Canada annule des vols en entier, puis ça cause beaucoup de problèmes pour les gens qui demeurent sur les vols restants. Fait qu'aujourd'hui, on a décidé, tout bad. Comme moi, depuis jour 1 que ça a commencé, ça me tentait plus trop d'y aller. Là, puis là, finalement, c'est la dernière goutte aujourd'hui. C'est ça. Puis la dernière goutte d'eau, ça mène très bien dans mon cas d'aujourd'hui. Okay. Ça va être assez long, au-dessus de 8000 mots. C'est un gros cas. Fait qu'on va commencer ça. Bon, René. Oui, Mireille. Je sais que tu avais vraiment hâte de me conter ce cas-là, puis moi aussi, j'avais hâte de l'entendre. Oui, puis j'étais toute primée pour le compter hier. Oui. Où est-ce que la piste nous mène? Ce soir, Mireille, je t'emporte dans une petite ville du nord de l'Ontario, un cas près de chez nous, là où tu as déjà vécu au début des années 2000, quand tu étais au collège. Là, tu donnes mon âge, là. T'es pas fin. Oui. C'est là où la négligence a causé la mort de 2 personnes et blessé 20 autres. Ce soir, Mireille, je te raconte l'histoire de l'effondrement du toit du centre d'achat Algo à Elliott Lake le 23 juin 2012. Aïe, aïe. Mes sources pour le cas de ce soir, c'est le rapport de la commission d'enquête Elliott Lake par l'honorable Paul Bélanger, des articles du Maclean's, des articles de Radio-Canada, l'Encyclopédie canadienne, le site web de Serpent River First Nations, le site web de la ville d'Elliott Lake, un épisode YouTube de Fascinating Horror et un épisode YouTube de Brick Immortar. Brick quoi? Immortar. Immortar? Oui, c'est comme mortier puis immortal ensemble, je pense. Ah, immortel. Immortel, oui. Est-ce que je pense en anglais à cause de si tu t'écris en anglais? OK. C'est les 2 épisodes YouTube que j'ai regardés, c'est des... Il y en a un qui c'est comme un genre de true crime, mais plus comme accident. Oh!
Puis brick and mortar, c'est des faillites d'ingénierie. Oh! Ouais. OK. Comme engineering disaster. Wow! Ouais. C'est le fun qu'il y a du true crime comme très, très, très pointu comme ça dans des catégories très spécifiques. Mm-hmm. Moi, j'adore celle-là qui a rapport au génie. Là, c'est le fun. Ouais. OK, assez de blabla. Ça va être long. Ouais. OK, gros. Partie 1. Le lac est plein. Elliott Lake, c'est une ville de 11 000 habitants dans le nord de l'Ontario, située à moitié chemin entre Sudbury et Sault-Sainte-Marie, à une dizaine de kilomètres au nord de la route 17, sur la route 108. La ville est située sur le territoire de la Première Nation Serpent River. Depuis d'innombrables années, les Ojibwa occupent un village saisonnier sur le bord du lac, près de l'emplacement actuel de l'hôpital Saint-Joseph. Le nom Ojibwe pour le lac est Mushgodney-Gamiying. Ça voulait dire « Voudrais-tu m'aider à monter ma chaise Ikea? » Dis-moi donc! Non, ça veut dire « Le lac est plein », en référence à l'abondance de poissons dans le lac. Mais malheureusement, les Blancs, en eurocentrisme typique, ils ont donné un autre nom au lac. L'histoire dit qu'un cuisinier nommé Elliot, pas celui dans E.T., là, mais un autre Elliot, qui travaillait dans un camp de bûcherons, il s'est perdu dans le bois pendant qu'il était parti faire de la pêche. Elliot il est éventuellement retrouvé, sain et sauf, sur le bord du lac Mushgodney-Gamiying. Et les gens commencent à nommer le lac « The Lake Where Elliot Got Found ». Vraiment? Oui. C'est l'anglais pour le lac là où Elliot a été retrouvé. Asif. Probablement parce que c'était plus facile à dire que Mushgodney-Gamiying. Probablement que je le dis mal, là, j'essaie, je me suis pratiqué beaucoup. Fait que c'est éventuellement raccourci à Elliott's Lake et finalement juste Elliott Lake tout court. OK. Interesting. Mm-hmm. En 1849, une carte géographique est créée montrant Serpent's Band, la tribu du serpent, près du site actuel de la ville d'Elliott Lake, ainsi que 2 emplacements miniers potentiels, indiquant que le gouvernement britannique de l'époque était déjà intéressé à exploiter les ressources minières de la région. 1 an plus tard, en 1850, la province du Canada signe le traité Robinson-Huron, signé avec les chefs Ojibwa de la région pour, entre autres, permettre l'exploitation minière et forestière de la région. Eh boy. Comme l'a dit si bien François Pérusse, encore? L'exploitation minière, c'est une minière de t'exploiter. Oui, c'est vrai. C'est très vrai. Plus tard, en 1911, près du lac Elliott, 2 Autochtones nommés Blue Sky et Bill Namiwan négocient avec une entreprise forestière. Blue Sky et Namiwan sont induits en erreur, à croire qu'ils vendent j'ai bien dit un arbre à la compagnie. Apparemment, c'est un très gros arbre, par exemple. Oh my God. Mais en réalité, c'est une arnaque. Et la compagnie Les Trucs, ils ont, sans le savoir, vendu leur village en entier. Non. Sur le bord du lac Mushgodney-Gamiying. Non, Colin. Ils ont vendu ça à la compagnie forestière en se faisant truquer. Ben, en se faisant mentir. Oh oui, c'est comme extrêmement croche. Là. Wow. Fait que pendant la première moitié du 20e siècle, Elliott Lake n'est pas une ville officielle. C'est juste un petit site vraiment pas trop important de bûcherons, tu sais. OK. Puis le site d'un village Ojibwa qui s'est fait voler, essentiellement. Ouais. Partie 2. Une roche radioactive. La ville moderne d'Elliott Lake voit ses origines en 1948. Un duo de prospecteurs miniers, Aimé Breton et Carl Gunterman, découvrent un échantillon de roche au bureau des records de Sault-Sainte-Marie. La roche en question excite énormément leur compteur Geiger. C'est un appareil qui mesure la radioactivité. L'origine de l'échantillon est seulement nommée Long Township, proche du lac Mushgodney-Gamiying, là où on a trouvé Elliott. Long Township, c'est un endroit qui représente 36 000 carrés. Tu sais, les séparations de terre anglaises en carrés que je t'ai un peu décrit là, dans l'épisode 10 sur Louis Riel. Mm-hmm. C'est 6 000 par 6 000 ou approximativement 10 km par 10 km qui fait 100 km carrés. Tout ça pour dire que la source précise de la roche radioactive est inconnue. C'est en dedans d'un aire de 100 km carrés en quelque part.
Breton et Gunterman tentent de trouver l'origine exacte de la roche, mais leurs recherches dans 100 km² de forêt boréale mènent à rien. Le duo abandonne ses recherches. Mais ça finit pas là. Un autre prospecteur, géologue, Franck Joubin, refuse d'oublier la roche radioactive. Il réussit à amasser 30 000 $ pour obtenir des échantillons profonds sous le sol du Long Township. Et il confirme sa théorie. Sous le sol, il y a de l'uranium. Une fois que l'immensité des réserves d'uranium est connue, le gouvernement canadien négocie un contrat de plus de 1,5 milliard de dollars pour fournir de l'oxyde d'uranium à la Commission de l'énergie atomique des États-Unis. Une grande proportion du minerai, au-dessus d'1 milliard de tonnes, sera fournie par les mines d'Elliott Lake, avec une livraison prévue avant la fin de l'année 1962. N'oubliez pas que dans ce temps-là, on est dans le chaud de la guerre froide, puis l'uranium est essentiel à la fabrication d'armes nucléaires. Quand on parle de l'arsenal d'armes nucléaires aux Américains, il y a quasiment assurément de l'uranium qui vient d'Elliott Lake dedans. Ou des Américains. Ils l'ont-tu l'affaire? Non. Pas en tout. Ils l'ont pas. Ils l'ont pu. Dès 1955, la mine Pronto est établie. Elle peut traiter 1500 tonnes de minerai par jour. En l'espace de quelques années, 13 mines d'uranium seront opérationnelles dans les environs d'Elliott Lake. La population de la ville explose à 25 000 habitants en quelques années. Le boom minier d'Elliott Lake finit aussi vite qu'il a commencé. Le 6 novembre 1959, le gouvernement canadien annonce qu'il a été incapable de renégocier une extension de son contrat avec la Commission de l'énergie atomique des États-Unis. Contrat qui arrive à échéance à la fin de 1962. Fait que les mines qui viennent tout juste d'ouvrir une couple d'années passées commencent déjà à fermer. Rio Algoma annonce que 4 de ces 6 mines d'Elliott Lake fermeront en 1960 et les 2 autres mines seront en production seulement jusqu'en 1966. Je te rappelle, les mines ont commencé à ouvrir en 1955. Oui, c'est très court. Ça n'a pas duré. En réponse aux fermetures imminentes des mines, les citoyens d'Elliott Lake manifestent en vain auprès du gouvernement. La population passe de 25 000 habitants à 5 000. Mm-hmm. J'ai trouvé une photo que vous pouvez voir sur notre page Facebook. Sur une banderole que quelqu'un a placée à l'entrée de la ville en 1960, c'est écrit « Abandon all hope, ye who enter, world's most modern ghost town ». Ça veut dire « Abandonnez tout espoir, vous qui entrez, la ville fantôme la plus moderne du monde ». Le boom minier a duré à peu près 5 ans. C'est triste, hein? C'est super triste. D'un petit camp de bûcherons à 25 000 personnes, puis couple d'années plus tard, bang, déjà. Plus rien. Il y a plein de gens qui ont déménagé leur famille là pour aller travailler, puis ça dure 4-5 ans. Oui, ça n'a pas duré. Non. C'est retirement living. Je m'en viens, là. Tu me présages. Là. Excusez, j'ai rien dit. OK, c'est pas fini là. Il y a de l'espoir dans le futur. Au milieu des années 70, une nouvelle vague de production d'uranium offre une deuxième chance à Elliott Lake. La ville, par exemple, n'atteindra jamais la croissance qu'elle a vue dans les années 50. En septembre 1990, le party est déjà fini, la demande pour l'uranium diminue et les mises à pied sont fréquentes. La dernière mine d'uranium d'Elliott Lake, la mine Stanley, cesse ses opérations en juin 1996. Je vous ai fait l'historique quand même court mais important de Elliott Lake parce que c'est l'exemple typique de la ville-colonie dans le nord de l'Ontario. Dans le nord du Québec, dans le nord de probablement n'importe où au Canada. Oui, c'est ça. C'est une ville exploitée pour ses ressources et complètement oubliée aussitôt qu'elle n'est plus profitable. Oui. Elliott Lake n'est pas unique dans son sort. On peut penser, par exemple, à notre propre ville, Kapuskasing. Kapuskasing, les Abitibi, Rouyn-Noranda. Dans True Story, là, il y en a parlé de beaucoup de ça. Oui, puis là c'est juste des exemples miniers, mais des exemples forestiers aussi. Oui, absolument. Partie 3. Il est tombé une bombe sur la rue principale. Depuis qu'ils ont construit, Mireille? Le centre d'achat. Ben oui, le centre d'achat. À la fin des années 70, pendant le deuxième boom minier d'Elliott Lake, on prédit que la ville atteindra 30 000, peut-être même 40 000 habitants.
il y a quelqu'un qui s'est trompé dans ses calculs en quelque part. Tout ce beau monde-là, ils vont avoir besoin d'un centre d'achat, hein? C'est logique. Algosen Realty Holdings, la branche immobilière de l'Algoma Central Railway, commissionne le projet du centre d'achat Algo. Le projet est approuvé en 1978 à un coût estimé de 10 millions de dollars. Savais-tu que tu peux construire un mall en entier pour 10 millions de dollars? Non, je savais pas. Aujourd'hui, tu construis 10 maisons peut-être? Oui. 11 si t'es chanceux. La construction commence en 1979 et est complétée l'année d'ensuite. Une des caractéristiques distinctives du centre d'achat, c'est son stationnement, qui est situé sur le toit, Oui, par-dessus les unités commerciales. je me rappelle. Dès les premiers dessins architecturaux, les choses ne vont pas trop bien. Sur papier, on a besoin des panneaux de béton pour le stationnement, avec une capacité de 120 livres par pied carré pour supporter le poids des voitures. Les fabricants de panneaux, et ceci est bien enregistré dans le procès verbal des réunions, ne peuvent pas supporter 120 livres par pied carré. Ce n'est pas un défaut des fabricants, c'est juste aussi simple que personne ne fabrique des panneaux avec une telle capacité. C'est l'ingénieur, il a écrit « j'ai besoin de 120 livres », mais ça n'existe pas. Ça se peut pas. Oui. C'est juste, comme mettons, en construction, là, comme tu veux une planche de bois, une planche de gyprock, normalement, ça vient en 4 pieds par 8 pieds. Puis l'exemple que je parle de ici, là, ça serait pareil comme si ils ont demandé, ben nous autres, on a besoin des feuilles de 5 pieds par 9 pieds. Tu sais, puis ils vont au magasin, puis le magasin va dire, ben non, ça n'existe pas, faut t'ajuster ton design, faut t'ajuster ta conception pour 4 par 8. Okay. Dans le cas ici, j'ai pas trouvé le nombre exact, mais lui, il demande pour 120 livres, puis ça n'existe pas. Fait qu'il aurait dû ajuster son design pour qu'est-ce qui existe. Ben oui. Qu'est-ce qui est disponible. Garantie. Normalement, on devrait ajuster la conception du bâtiment pour être en accord avec la capacité des matériaux disponibles. Mais il y a eu un énorme manque de communication à quelque part. L'ingénieur a dit « too bad, figure it out » au fabricant de béton. Ben voyons. Puis, il n'y a rien qui s'est fait pour adresser l'erreur. Algoma approuve le projet. Les contrats sont distribués et on construit un stationnement sur le toit qui ne rencontre pas les spécifications originales. Qui, je te rappelle, il a fait quoi? Était impossible à rencontrer. Mais c'est ça. Les panneaux de béton qui sont installés sur le toit pour le stationnement sont 38 % sous la capacité nécessaire. Oh non. Ça commence mal. Aïe aïe. Là, je vais être clair. Le stationnement est fabriqué en panneaux de béton. Puis le stationnement, c'est le toit du centre d'achat aussi. Oui. Fait que les panneaux de béton sont supportés par des poutres en acier, par un steel frame. Tu sais. Les poutres en acier sont parfaitement correctes, puis ils peuvent supporter tout le poids qu'il peut avoir sur le toit. C'est juste c'est les panneaux en béton par-dessus les poutres qui sont under-spec de 38 %. Aïe aïe. Algoma Central Railway choisit de ne pas recouvrir l'aire du stationnement d'une membrane imperméable. Ça serait comme un genre asphalte caoutchouc, c'est rubberized asphalt, parce qu'apparemment, c'était 1 pièce moins cher du pied carré. Ben là, vraiment. Comme je m'excuse auprès des ingénieurs civils à l'écoute et des architectes, je ne suis qu'un simple ingénieur électrique. Ça sonne comme une très mauvaise idée. Au lieu, ils optent pour un système expérimental consistant à appliquer un scellement en polyuréthane au point critique sur les joints de dilatation exposés en acier. Le système expérimental est considéré comme étant innovateur parce que ça coûte moins cher, puis pourquoi qu'on devrait faire les choses comme du monde? Et le système est présenté dans l'édition de janvier 1980 du magazine Canadian Building. On va revenir au fameux système expérimental plus tard. Important à noter aussi qu'en 1980, le Code de construction de l'Ontario n'exige pas une membrane imperméable spécifiquement. Mais le Code indique bien que le toit doit être conçu à ce qu'il permette l'écoulement d'eau efficacement. Ce que clairement, le toit du Centre Algo ne fera jamais. Le Centre Algo est gigantesque pour la petite ville d'Elliott Lake. C'est à 18 000 mètres carrés, qui est approximativement 190 000 pieds carrés. Le Centre Algo a 4 niveaux. Il y a un niveau réservé aux espaces de bureaux, des offices. Ensuite, les niveaux de commerce 1 et 2. Et finalement, le 4e niveau, le stationnement sur le toit. Aussi, sur le toit, on retrouve l'Algo Inn. C'est un hôtel à 4 étages de 80 chambres.
le plus grand hôtel de la ville. C'est l'ère des grands centres d'achat en 1980. Le centre d'achat contient plusieurs grands magasins comme Woolco, Dominion, Shoppers Drug Mart. Plus tard, dans les années qui suivent, les locataires incluront Zellers, Sam, Foodland, Dollarama et The Bargain Shop. Pour les gens des grandes villes qui nous écoutent, un centre d'achat dans une petite ville du Nord, c'est pas juste un espace commercial. C'est aussi un espace communautaire, avec plein de locataires qui ne sont pas des commerçants. À Elliott Lake, la bibliothèque municipale, le bureau de santé régional, la Banque Scotia, des bureaux satellites du Collège boréal, des bureaux des députés provinciaux, il y a toutes sortes d'autres services communautaires qui sont offerts dans le centre d'achat. Dès les années 90, on réalise que les prédictions de croissance de la ville ne seront pas réalisées. La demande de l'uranium sur le marché chute. Chaque mine ferme ses portes l'une après l'autre. Le gigantesque centre d'achat devient un souvenir douloureux et démesuré d'un futur perdu. Mais le Centralgo, c'est pas juste un désastre symbolique d'une ville en décroissance. C'est aussi un désastre architectural avec son stationnement sur le toit, lui-même une décision stupide avec les hivers enneigés du Nord. Le toit coule depuis le jour d'ouverture. Depuis le jour d'ouverture? Oui. Misère. Mireille, le toit n'est pas imperméable depuis le jour 1. Je pensais que c'était un nouveau design. Ah oui, c'est expérimental, c'est Ben beau, oui. mais... Parce qu'il y a des panneaux en béton qui sont placés sur les poutres en acier sur le toit. Il y a des espaces entre les panneaux en béton. C'est certain que l'eau va couler entre les espaces. Puis il n'y a rien d'imperméable pour rediriger l'eau en dessous. L'eau s'en va tout partout. C'est mal fait depuis jour 1. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les hivers canadiens, ici, on met du sel sur les routes pour empêcher la glace de se former. Puis, comme n'importe quel autre stationnement, celui sur le toit du centre d'achat est salé pendant l'hiver pour cette même raison. Mais là, on a un toit sans membrane imperméable qui coule sans cesse, puis pendant 5 à 6 mois de l'année, c'est de l'eau salée qui coule à travers le toit. Ah, très intelligent. Et sur les poutres en acier qui supportent le stationnement. Le centre d'achat est tellement un fiasco, un énorme citron, une erreur de calcul monumentale, un naufrage financier, qu'en 1991, à peine 11 ans après son ouverture, Algoma Central Railway envisage de fermer les portes et abandonner la propriété. Je ne vois aucune solution miracle, dit un dirigeant d'Algoma. La question est, quel est l'avenir pour Elliott Lake? La réponse, Mireille, qu'est-ce que Elliott Lake est devenu? Une ville pour les gens retraités. Une communauté de retraités. Yes! Ouais. C'est là qu'on s'en va. Partie 4. Algo Falls. Le futur pour Elliott Lake, comme tu viens de le dire, c'est les personnes âgées. Quand les compagnies minières sont parties, la capitale mondiale de l'uranium s'est convertie en communauté pour retraités, mettant de l'avant toutes ces maisons vides et ces logements inoccupés auprès des personnes âgées à la recherche d'un endroit abordable et tranquille pour profiter de leur retraite. Au centre de la campagne pour attirer les retraités se trouve Elliott Lake Retirement Living, que tu as mentionné tantôt. Une organisation à but non lucratif qui achète le Centralgo en 1999. Le centre d'achat était un élément clé de la campagne pour attirer les retraités à la communauté, fuite d'eau incluse. Retirement Living sont propriétaires du centre d'achat pendant 6 ans et sous leur supervision, les poutres d'acier ont continué à se détériorer sous l'assaut constant de l'eau et du sel. Il y a plusieurs travaux de réparation qui sont effectués, mais on répare seulement les panneaux de béton du stationnement. On n'adresse jamais la détérioration des poutres en acier. Aïe, aïe. La bibliothèque municipale, qui est située dans le centre d'achat, était dans un état si détrempé que les employés devaient recouvrir les étagères avec des toiles en plastique pour prévenir que l'eau coule sur les livres. La nuit, ils installent des ventilateurs pour faire sécher la bibliothèque. Aïe, aïe. Pendant les journées pluvieuses, les fuites d'eau sont si intenses que la bibliothèque aurait pu être à l'extérieur. Ça n'aurait pas fait de différence. C'est fou. Imagine la senteur.
C'est ça, j'en parle pas Ouais. dans mon cas parce que ça n'a pas rapport, mais Non. il doit y avoir comme tellement de moisissures là-dedans. Là. Oui. Mais je me souviens qu'il y avait des buckets d'eau. Je m'en viens là. Oui, il y avait des sioux, puis en tout cas. Alors que je suis assise à mon ordinateur pour écrire cette lettre, j'écoute les gouttes d'eau tomber du plafond, me demandant quand est-ce que le stationnement va s'effondrer sur ma tête. Oh my gosh, vraiment. Écrit la bibliothécaire en chef, Barbara Fazekas, Aïe, pauvre dans elle. l'une de ses nombreuses lettres de plainte adressées au directeur général de Retirement Living. Dans un autre courriel stupéfiant adressé à ses collègues, un conseiller municipal se montrait encore plus direct. Mhm. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est la possibilité que le toit s'effondre avec des voitures garées dessus. Puis ça, c'est une autre chose. J'en reviens pas que les autos, ils pouvaient encore aller stationner sur le top, là. Je vais en parler. Non, mais René. Oui, je sais, tu vas en parler. Excuse. C'est juste... Ah oui, c'est épouvantable. On sait pas quoi faire. Ben, peut-être comme ferme le stationnement au moins. C'est tellement obvious. Oui, c'est tellement Mais évident que c'est ça qu'il fallait faire depuis le début. En tout cas, excuse, j'ai été un petit peu trop loin, là, mais franchement. Le dommage à la structure du centre d'achat est déjà irréversible en 2005 lorsqu'un businessman de Richmond Hill, dans l'Ontario, Bob Nazarian, achète le centre d'achat. Même s'il aurait effectué des réparations, chose qu'il n'a jamais faite, tellement d'eau et de sel avaient coulé à travers les poutres d'acier depuis 1980 que la faillite catastrophique de la structure était une chose inévitable. Et pourtant, dans toute la ville, l'état délabré du centre Algo était devenu une blague récurrente. Algo Falls, comme l'avaient surnommé les citoyens, en référence aux chutes Niagara. Certaines personnes faisaient des bêtes et gageaient sur la date que le centre d'Algo s'effondrait. Aïe, hein? Ça n'a pas de sens. C'est morbide quasiment, hein? Oui. Partout au deuxième étage, directement sous le stationnement, des tuyaux d'arrosage pendaient du plafond, évacuant l'eau des vessies artificielles fixées au plafond, souvent juste un bac en plastique ou une toile en plastique qui était tenue en place avec la nouvelle contraption du jour. Pour le personnel d'entretien, vider les seaux d'eau faisait simplement partie du travail. Allez voir sur notre page Facebook, je vais mettre plein de photos de ça. En 2008, la banque Scotia ferme pendant une semaine pour pouvoir réparer tous les dommages causés par les fuites d'eau dans son local. Dans l'aire de restauration, le food court, les tuiles d'une section de plafond sont enlevées en permanence pour pouvoir capter l'eau qui coule quand il pleut dehors. Oh. Le Tim Hortons a déménagé en dehors du centre Algo parce que les fuites d'eau étaient trop graves. Ouais. Le gérant du bargain shop, Adam Amiot, dit « Si une voiture passait par-dessus nous, ça faisait trembler tout le plancher. » Ah! Hey, c'est peurant, ça. T'imagines-tu? Non. Hey! La direction du centre Algo reçoit des plaintes presque quotidiennement en provenance des locataires qui subissent une pluie constante dans leur commerce et sur leurs marchandises. Hey! En juin 2011, un morceau de béton s'est détaché du stationnement et est tombé à travers le plafond dans le restaurant Hungry Jack's. Ah! Pour vrai? Heureusement, ça s'est produit pendant la nuit et personne n'a été blessé. Hey! Come on! Il y a un morceau au complet qui est passé au travers, qui est tombé dans le restaurant. Ils n'ont rien fait? Une plainte a été enregistrée avec la direction du centre. OK. Et un inspecteur devait se rendre sur les lieux dans les 2 semaines qui suivaient. 2 semaines? L'inspecteur ne s'est jamais présenté. C'était pas vrai. Et la direction du centre ne fait pas de suivi. Tu Le plafond est... Non, même pas le plafond. Le stationnement est littéralement en train de tomber sur leur tête. Mais c'est ça, OK. So là, il y a un morceau de béton qui a tombé dans le restaurant. Je sais pas où, là, mais comme... Mais quand même. Ça te dérange pas où. C'est pas non, grave, ça fait pas de différence. Il y a un trou dans le stationnement. Hein? Ben, c'est peut-être pas nécessairement un trou, c'est peut-être comme un chunk du bas, mais oui, je comprends ton point, là. Ben, il y a que... Comme... Il manque y a un morceau. Point à quelque part qui manque un morceau. Ouais. Il y a des voitures qui peuvent passer là. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Oh!
Au restaurant Mom's Place, Je suis découragée. dans l'ère de restauration, on est tellement certain que le toit s'effondrera un jour qu'on a établi un plan d'urgence. Wow. Le restaurant possède un gigantesque congélateur en acier pour sa nourriture. Et si le toit commence à s'effondrer, les employés iront se réfugier dans le congélateur. C'est pas une joke. Ils étaient préparés pour ça, eux autres. Là. Hey. Au début de 2012, un nouveau commerce ouvre ses portes dans le Centre Algo. C'est Creation and Things, un magasin de bijoux. Le jour avant l'ouverture, il pleuvait beaucoup, se souvient le propriétaire Yvan Bérubé. Quand on est arrivé là, c'était comme les chutes Niagara, il dit. Ça ressemblait à une fontaine d'eau qu'on aurait payé cher pour faire installer. Puis comme d'habitude, le Centre Algo ne règle pas le problème. Au lieu, on installe des toiles pour rediriger l'eau ailleurs dans des seaux. Aïe, aïe. On cache le problème au lieu de le régler. Le ministère du Travail de l'Ontario se rend souvent sur place pour adresser les plaintes constantes des locataires du Centre Algo. Puis d'après ce que je peux voir, rien ou très peu n'a jamais été accompli. Non, parce qu'il aurait dit « shut down ». On ferme. C'est fini. Personne qui n'a jamais eu le courage de dire ça. Ben. Pas complètement vrai. Il y a une couple de bonnes personnes que je vais parler de bientôt. Là. Ouais. Est-ce que quelqu'un se doutait que toute l'eau et le sel pouvaient éroder les poutres en acier et réduire considérablement l'intégrité structurelle du centre d'achat? Bizarrement, la réponse dépendait de l'ingénieur qui passait par là. Mireille, elle vient de faire un comme gigantesque roulement d'yeux. Là, pour... Parce que c'est... Ça devrait pas dépendre de qui inspecte. Common sense, là. Le vendredi 22 juin 2012, un jour avant l'effondrement du stationnement, Lucie Aylwin se rend au Centre Algo comme d'habitude. Elle travaille à plein temps pour le Collège Boréal, qui a un bureau option emploi dans le Centre Algo. Oui. Tu te rappelles de ça, toi? Ben, j'étais allée au Collège Boréal à Elliott Lake. Ah, OK. Wow. Mais il n'était pas dans le Centre Algo. Non, mais c'était option emploi dans le Centre Algo. C'est comme Job Connect. Ouais. Lucie est conseillère en emploi. Elle a 37 ans et elle est fiancée avec Gary Gendron. Pour pouvoir s'acheter une belle robe de noces, Lucie a un deuxième emploi. Un jour par semaine, le samedi, elle travaille au kiosque de loterie du Centre Algo. C'est au deuxième niveau du centre, en avant des escalateurs, et adjacent à l'aire de restauration. Lucie boit son thé à une des tables avant son travail. De là, elle voit le kiosque de loterie, là où elle travaillera le lendemain matin. Sur le comptoir du kiosque, elle voit 2 seaux d'eau. Ils sont pleins. Ils attrapent l'eau qui dégoûte constamment du stationnement par-dessus leur tête. Hey. C'est Algo Falls, c'est les chutes Algo, comme tout le monde en ville l'appelle. Ça n'a pas d'allure. On est habitué de voir ça. Le danger est normalisé depuis des dizaines et des dizaines d'années. Le même jour, Dolores Perizzolo, 74 ans, se rend au Bargain Shop dans le Centre Algo. Sa fille Teresa travaille là. Et Dolores s'en va voir le nouveau-né du gérant, Adam Amiot. Celui qui a dit que le plancher vibrait quand une voiture passe par-dessus. Dolores regarde le bébé à Adam et dit « Bonne chose qui ressemble à sa mère puis pas à toi. » En ricanant. Ouais. Elle a un très bon sens de l'humour. Oh. Mais Dolores, tristement, elle vient de perdre son mari de 40 ans au cancer juste un an auparavant, en mai 2011. On surnomme Dolores la Ticket Lady. Tu sais, la madame qui joue toujours au gratuit en avant de toi en ligne. Là. 8 jours avant, elle avait gagné 1 000 $ sur un gratuit Money Multiplier. Ah, OK. Le lendemain matin, le samedi 23 juin 2012, Lucie déjeune avec son fiancé Gary. Elle lui dit au revoir, ramasse sa sacoche et quitte pour aller travailler au kiosque de loterie dans le Centre Algo pour pouvoir se payer la robe de noces de ses rêves. Dolores, elle, part de chez elle pour se rendre à un salon de coiffure. Après la coiffeuse, Dolores traverse au Centre d'Algo en après-midi. C'est un lieu communautaire. Beaucoup de retraités se rendent au Centre Algo pour prendre un café et jaser avec leurs amis. Ouais. Lucie et Dolores ne retourneront jamais chez elles. Ah, j'avais peur de ça.
Colin. Partie 5, la tête dans le sable. Mm. Là, je t'ai raconté le côté humain de l'histoire jusqu'à date. Mm-hmm. Là, je vais reculer un peu en arrière pour te montrer le côté technique, te montrer toutes les alarmes qui ont été sonnées et qui ont été systématiquement ignorées par rapport à l'intégrité de la structure du centre d'achat. Il faut reculer jusqu'en 1991, 11 ans après l'ouverture du centre d'achat. Algoma embauche Trow Consulting, une firme de Brampton en Ontario, pour mener une inspection approfondie sur la structure du stationnement. Je te rappelle que le stationnement il est sur le toit, par-dessus le centre d'achat, puis que l'eau dégoutte depuis le premier jour. Mm-hmm. Le rapport indique que, à notre avis, la conception utilisée pour l'aire du stationnement est inappropriée pour assurer une étanchéité efficace au-dessus des zones commerciales. Ouais. Ouais. C'est ça. Trow recommande l'installation d'une membrane imperméable complète, celle qu'on a évitée 11 ans avant parce que ça coûtait 1 pièce plus cher du pied carré. Ça n'a pas d'allure. Imagine. Le rapport de Trow indique que leur préoccupation principale est la détérioration continue du revêtement en béton et les dalles sous-jacentes. En bon français canadien, le système expérimental, ça vaut pas 5 cents. C'est ça. Trow, par contre, en 1991, ne questionne pas nécessairement l'intégrité des poutres en acier. Mais il y a un petit problème. Il est trop tard pour installer une membrane sans effectuer des travaux majeurs. Parce que la membrane représente un poids additionnel sur les panneaux en béton qui, tu te rappelles, sont déjà 38% trop faibles. Oui. On ne peut pas ajouter un poids supplémentaire sur les panneaux de béton et supporter le poids des véhicules en même temps. Il y a par contre une solution assez simple à tout ça, tellement simple que tu as zéro expérience en génie puis tu t'as déjà dit la solution 10 minutes passées. Mais il me semble que ça prend pas un génie, tu fermes le stationnement. Le 120 livres par pied carré dans les spécifications originales, c'est pour supporter des voitures sur le toit. Si on condamne le stationnement, on n'a plus besoin de supporter autant de poids. Ben, c'est ça. On a juste à convertir le stationnement à un toit régulier, installer qu'est-ce qu'il faut pour le rendre étanche, et pouf, magico, les fuites d'eau cessent et la corrosion s'arrête. Ben oui. Il y a un stationnement au niveau de la rue aussi. C'est pas comme qu'on annulerait le stationnement entier du centre d'achat. Non, il y avait un stationnement droit en avant. C'est la décision logique et sécuritaire à prendre. Mm-hmm. Mais, clairement, c'est pas ça qu'ils ont fait. Sinon, je te raconterais pas cette histoire-là. Les mines d'uranium sont toutes en train de fermer. Algoma veut se débarrasser du centre Algo. Pourquoi est-ce qu'ils dépenseraient de l'argent sur ce qu'ils considèrent déjà comme une perte financière? Le portefeuille parle plus fort que la sécurité. Oui, mais ça coûte rien de le fermer, le stationnement. Ben, il faut le fermer et installer la membrane. Ben oui, mais... Mais les autres, ils ne veulent pas dépenser une scène, ils veulent juste s'en débarrasser. Le boss, il s'appelait-tu Régent ou quelque chose? T'as-tu Régent? Non, je me rappelle pas. Ah, de quoi tu parles? Je ne suis pas cheap dans cette vie, là. Oh, je me rappelle pas de ça. Non, je me souviens pas. C'est pas lui, Régent. Ouais, moi, ça, c'est Régent. Ouais. T'étais-tu? Ah oui. OK, 3 ans plus tard, lors d'une nouvelle inspection sur le site, Trow a de nouveau mis de l'emphase sur l'état des panneaux en béton et non sur celui des poutres en acier. Le rapport de 1994 indique que, entre autres, les poutres semblaient en bon état avec un peu de corrosion de surface. 1 an plus tard, en 1995, Trow écrit encore à Algoma: « Si les dommages au stationnement ne sont pas réparés, les panneaux continueront à se détériorer et les fuites d'eau qui en résulteront pourraient provoquer une corrosion subséquente des poutres de soutien en acier. » Fait que, en 1995, 18 ans avant l'effondrement, on a une première indication que quelqu'un était inquiète que la corrosion des poutres pourrait être quelque chose de grave. 18 ans. 18 ans avant. Wow. C'était pas Régent, c'était Rénal. Ah, Rénal, oui. C'était Rénal. Hey. Je ne suis pas cheap. On va passer pour des hosties d'incultes. Ben, ça fait longtemps. Oui, la petite vie, ça fait longtemps. Ouais. Régent, c'était Marc Messier. Oui. Puis encore 1 an plus tard, en 1996,
Trow propose une évaluation structurelle détaillée, incluant pour la première fois une vérification immédiate des connexions en acier qui, à ce stade, étaient déjà destinées à faillir. Algoma n'approuve pas l'évaluation recommandée par Trow pour des raisons financières. On essaye encore de vendre le centre Algo. C'est une perte financière. Pourquoi est-ce qu'on dépenserait de l'argent? Fait qu'entre 1991 et 1996, Trow ont indiqué à Algoma au moins 4 fois qu'il y avait des problèmes avec le stationnement. C'est leur devoir éthique et moral en tant qu'ingénieur d'avoir dit et redit et redit et redit ce qu'ils ont découvert. Aïe, aïe. Trow ont fait leur devoir moral, mais leur message est tombé sur des oreilles sourdes. Ben, c'est ça. En 1998, un ingénieur de Halsall Associates, Albert Cely, se rend au Centre Algo. Il est embauché par Retirement Living. Ouais. Qui, tu te souviens, ils vont acheter le Centre Algo un an plus tard, c'est ça. En 1999. Ouais. Je te l'ai dit tantôt. Ouais. Albert Cely doit mener une inspection visuelle du centre d'achat, avec un focus principal sur le toit, le fameux stationnement. C'est écrit que, depuis le dessous du stationnement, nous avons observé une certaine corrosion des poutres en acier et des colonnes structurelles, ce qui indique des fuites d'eau. Nous constatons qu'il n'existe aucun système de protection imperméable au niveau du stationnement. Cely recommande un examen plus approfondi des connexions de poutres en acier. Fait que chaque personne qui passe par là jusqu'à date là, remarque et constate qu'il y a un gros problème. Ouais. Un an plus tard, en 1999, la firme Halsall est de retour au Centre Algo. Cette fois-ci, ils disent que la corrosion des poutres en acier soutenant le stationnement s'est produite aux endroits des fuites d'eau. Franchement. Il faut que c'est spécifique pour le rapport. Là, mais c'est comme le rapport. C'est comme. Plus qu'il neige, plus qu'il y a de la neige. Ouais. Oui, l'eau chez nous est bien trempe. Non, mais tu sais, je veux dire, comme leur rapport, c'est comme. Explique-moi là comme si j'ai 5 ans. Oui, il faut que ça soit très, très, très clair. Mm-hmm. Parce que c'est utilisé en cours, des fois, ces choses-là. Oui, oui. OK. Puis, ça continue. Ce qui a généralement entraîné l'élimination du revêtement à base d'oxyde rouge par la corrosion de surface. Fait que si tu n'as pas bien compris, qu'est-ce qu'ils viennent de dire? C'est que le système expérimental, là, qui était supposé de protéger les poutres d'acier, ben, il a tout été mangé par l'eau qui coule. Il n'en reste plus. Ouais. Le système expérimental, c'était supposé de remplacer une membrane imperméable. Ouais. Puis, au lieu de recouvrir les poutres en acier par un revêtement d'oxyde à base d'oxyde rouge, mais le revêtement lui-même il a été mangé par l'eau. C'était pas rien. C'est ça. Halsall recommande 2 solutions possibles à Retirement Living. 1. Traiter et refaire l'étanchéité de toutes les fissures et joints au niveau du stationnement. Ou 2. Installer une membrane imperméable avec un revêtement en asphalte. C'est ça. En fin de compte, Halsall a suggéré la première option parce que c'était moins cher. Puis aussi, comme on l'a déjà dit tantôt, la deuxième option est trop pesante, à moins qu'on annule complètement le stationnement, ce qui aurait clairement été la bonne chose à faire. De cesser de mettre du poids sur le stationnement. Ben, tu penserais? Une fois de plus, une membrane imperméable qui aurait dû être là depuis le premier jour n'est pas installée. Une fois de plus, on ne réalise pas qu'on devrait simplement condamner le stationnement. Ben. Retirement Living achète le Centre Algo en 1999, puis pendant ce temps-là, le stationnement est patché de façon fréquente et inadéquate pour tenter de cacher le désastre qui s'en vient. Hey. Bob Nazarian achète le Centre Algo de Retirement Living en 2005, 7 ans avant l'effondrement. Nazarian paye la somme de 6,2 millions de dollars pour le centre d'achat, qui avait originalement coûté 10 millions à construire en 1980. Tant que ça pour une affaire de même? Oui. Une affaire qui est en train de tomber en morceaux? Oui. Hey, ça semble comme un petit montant pour un centre d'achat, mais moi, je trouve que c'est un énorme montant. C'est pour quelque chose qui, essentiellement, mérite seulement la démolition à ce point-là. Là. Oui, exactement.
c'est comme, même dans le temps, 12 ans avant, quand j'étais là, il était pas en bon état, là. Il n'a jamais été en bon état. Ouais, non, mais je veux dire. Mais ouais, toi, tu dis en 2000, fait que c'était Oui. 12-13 ans avant l'effondrement, ouais. Ouais. En 2007, Nazarian approuve des travaux de réparation qui incluent la fameuse membrane imperméable. Bon. Mais, avant le début des travaux, il change d'idée puis il refuse de payer. La membrane demeure élusive, mais l'OL continue à couler et à éroder les poutres d'acier. Oh my God, René! Mais en 2007, là, c'était déjà trop tard. L'enquête de l'effondrement, plus tard, là, par la firme NORR, va éventuellement conclure que la corrosion de l'acier en 2007 était déjà assez avancée qu'elle avait réduit significativement la capacité des poutres en acier de supporter les panneaux en béton du stationnement. Fait que ça, là, en français plus simple, en 2007, les poutres en acier sont plus suffisantes pour soutenir juste le stationnement, même sans voiture. Non, comme même juste les panneaux de béton. Juste les panneaux de béton sont rendus trop pesants. Oh. À l'été 2009, 3 ans avant l'effondrement, un employé du Centre Algo, d'après ce que je comprends, là, Dimitri Yakimov, il est assigné la tâche, comme plusieurs autres avant lui au cours des 29 dernières années, d'arrêter les fuites d'eau du stationnement. C'est une tâche impossible. Il est sur le toit, sur le stationnement, directement par-dessus le kiosque de loterie du 2e étage, là où Lucie travaillera ses samedis 3 ans plus tard. Une voiture passe devant lui et Dimitri voit le béton fléchir sous le poids de la voiture. Hein? Je vais être très clair, là. Le sol en béton du stationnement a courbé sous le poids de la voiture. Ouf! En ses propres mots à Dimitri, « I saw a flex in the concrete ». Alarmé, Dimitri se rend sous le stationnement, dans le plafond, pour inspecter de plus près ce qu'il vient de voir au-dessus. Il constate que la poutre d'acier est visiblement rouillée et usée. Mais il ne peut pas voir la poutre dans son intégralité parce qu'il y a une partie de la poutre, incluant un joint soudé à une colonne verticale, est recouverte de gyprock. C'est l'intérieur du centre d'achat. Il y a des sections qui sont cachées. Ah oui, OK. Ouais. C'est ça qui était le plus inquiétant, dit Dimitri. Le fait qu'il ne pouvait pas inspecter le joint soudé. C'est caché en arrière du mur, en arrière du plafond. Tu sais. Il ne sait pas définitivement pourquoi cette section du stationnement fléchissait, mais il est pas mal certain que les soudures du joint sont très érodées. Dimitri Yakimov avertit le propriétaire du centre d'Algo, Bob Nazarian, qu'il doit fermer le stationnement immédiatement. Hey, on est rendu en 2009. Le stationnement aurait dû être fermé en 1991. Il dit à Nazarian, « Un jour, ça va finir en catastrophe, ça va tomber, il faut que ça soit réparé. » Nazarian l'écoute, ferme le stationnement, effectue les réparations et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, les petits paniers de fruits, les petits cerfs-volants, les petits anges tenus. Oui, non. Ben non. Je sais, ben non, sinon on ne serait pas ici. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé, Mireille? Il n'a pas écouté, c'est clair. Ben oui. Nazarian dit qu'il ne peut pas fermer le stationnement parce que ça pourrait compromettre un nouvel accord avec un locataire important. Ah bon? Excusez. Le portefeuille parle fort. Ben oui. En même temps que Dimitri Yakimov constate le fléchissement du stationnement, la ville d'Elliott Lake mène sa propre enquête. Bruce Ewald, responsable en chef des bâtiments de la ville, inspecte le Centre Algo le 24 septembre 2009, donc quelques mois après la découverte de Dimitri Yakimov. Bruce Ewald rédige une énorme liste de défaillances au Centre Algo. Toit fuyant, poutres structurelles rouillées, perte de matériaux ignifuges dans les plafonds, pour en nommer quelques-unes. Il ordonne à Nazarian de faire inspecter l'ensemble du centre commercial par un ingénieur en structure et de corriger toutes les défaillances dans un délai de 5 semaines. Mais il venait pas juste de faire ça? Il y a eu plein d'inspections de faites déjà, là. Sur les autres inspections, oui, bon point, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure.
So, Tro était engagé par Algoma pour avoir une évaluation du centre pour qu'ils puissent présenter ça aux acheteurs potentiels. Oui. Puis après ça, Halsall Associates, plus tard, ils ont été engagés par Retirement Living parce que ils voulaient acheter la propriété puis veulent la faire inspecter. Un peu comme avant d'acheter une maison, normalement, tu fais inspecter ta maison. Oui. Ben, c'était ça, là, les rapports qu'on a eus tantôt. Là. C'était des rapports qui ont été produits par des acheteurs potentiels. Ils ont eu plein d'inspections pareilles, puis ils ont tous dit la même chose. Oui, mais là, ici, c'est la ville qui ordonne « Hey, c'est pas sécuritaire de niaiser-toi. » C'est ça. Il y a 5 semaines pour faire les réparations. Ouais. OK. Fait que là, finalement, catastrophe évitée, hein? Ça va finalement être réglé une fois pour toutes. Ah ben non, détrompez-vous, cher auditeur au singulier. Je te raconterai pas cette histoire-là si ça finirait bien. Avec des bonnes décisions logiques qui mettent la sécurité des gens avant les profits. Ben voyons. Ben non, ça n'existe pas, ça. Ah, découragement. Partie 6. Le code d'éthique de l'ingénieur. Nazarian, insatisfait avec les résultats de l'inspection de la ville, se tourne vers Robert Wood, le président de M.R. Wright et Associés, une firme d'ingénieurs de Sault-Sainte-Marie en Ontario. Sûrement, c'est des bons ingénieurs, puis ils vont tirer les mêmes conclusions que tout le monde qui ont inspecté le centre d'achat depuis 1991, hein? Quelle blague! Ah, OK. À ce temps-là, en 2009, Robert Wood et son collègue Gregory Saunders font face à des accusations réglementaires de faute professionnelle pour leur travail sur la réhabilitation d'un pont, une affaire qui finirait par coûter à Wood son titre d'ingénieur. OK. Fait qu'il s'en va trouver l'ingénieur le plus sketch possible. Ben, c'est ça, il a vu ça, il est comment? Ouais. Lui. Il a probablement va m'aider. Chercher dans les docket lists des cours, là, lequel qui se fait actionner comme ça. Lui, lui c'est un crush. Lui, je le veux. Oh my gosh, hein? Wow. Robert Wood inspecte le centre d'achat le 5 octobre 2009 afin de revoir et rapporter spécifiquement les préoccupations de la ville. Ce qui sonne un peu comme un euphémisme pour « Viens donc me dire que tout est correct avec mon stationnement. » Ben, c'est ça. Ouais. Wood constate la rouille sur les poutres d'acier, y compris de la rouille sur la poutre exacte qui s'effondrerait quelques années plus tard. On sait qu'il l'a regardé parce qu'il l'a photographié, c'est dans son rapport. Mais Wood identifie, et je cite, « aucun problème structurel visible ». Mais il ne voyait pas non plus les seaux d'eau, là? Alors, c'est pas important. Puis les toits, les trous d'un toit? Non. Puis le stationnement, plafond, je veux dire? Puis le stationnement qui fléchit par-dessus. Ouais. C'est ça. Non. La plus grande inquiétude de Wood, selon ce rapport, c'est la perte d'isolant ignifuge sur certaines poutres. Certaines. Oui. Certaines. Il y a des hoses puis des tarps en plastique un peu partout, là. Partout. Mais il n'y a aucun problème. Non, c'est correct. Dimitri Akimov, lui, il est complètement étonné des conclusions de l'ingénieur. Aïe, aïe. Voyons donc, j'ai vu le stationnement fléchir sous le poids d'un véhicule. Yakimov dit qu'il est retourné inspecter la poutre par-dessus le kiosque de loterie. Et c'est là qu'il fait une découverte épouvantable. Tout le Gyprock original recouvrait encore les mêmes sections de poutre. Ça voulait dire que Robert Wood n'avait certainement pas inspecté l'intégrité de la poutre. Parce qu'il n'a jamais ouvert le mur pour le regarder. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Puis en arrière du Gyprock se trouvent les joints de soudure. Les joints qui relient les poutres horizontales avec les poutres verticales. Yakimov sonne l'alarme à nouveau. Qu'est-ce qu'on fait avec Yakimov? Un congédie? Une couple de semaines plus tard, aussitôt qu'il reçoit la première copie du rapport de l'ingénieur disant que tout est beau, Nazarian congédie Yakimov. Ben oui. Ben oui. Pas besoin de lui, hein? Il dit des choses que j'aime pas entendre. Mm-hmm. Il dit que mes poutres sont rouillées. Ouais. Il dit que mon stationnement est fléchi. Que tout va tomber. Mais Yakimov ne s'apitoie pas sur son sort. Il se rend directement à la ville, au chef des bâtiments et au chef des pompiers, pour leur expliquer que les problèmes structurels qu'ils avaient découverts ne seront pas réparés et que les ignorer n'aidera pas la situation pantoute. La ville d'Elliott Lake
accepte les conclusions de l'ingénieur Robert Wood. Non, ben voyons, il venait d'aller checker. Il choisit d'ignorer Yakimov, un simple travaillant qui est maintenant congédié du Centre Algo. Ben oui, c'est pas beau, il dit la vérité. Ben non. En novembre 2009, un administrateur de la ville envoie un courriel disant, et je t'en lis une partie que j'ai traduite, juste une mise à jour sur les préoccupations concernant le Centre Algo. Ils ont fourni le rapport d'ingénierie de la firme M.R. Wright qui n'exprime aucune inquiétude quant aux éléments structurels du bâtiment, ayant été exposé aux infiltrations d'eau toutes ces années. Je sais pas comment tu peux dire ces deux dernières sections de phrases-là ensemble. Ça fait pas de sens. Ça fait des années que ça coule, mais c'est correct, c'est correct. C'est ça, comment que ça coule, ça n'a rien fait, tout est correct. Ouais, c'est tout beau. Toute la structure, il n'y a aucun dommage. Puis il n'a même pas ouvert le mur ou le plafond pour regarder, lui, là. Ignore tous les seaux d'eau, ignore les hoses qui coulent dans le plafond, ignore les tartes, ignore les trous. Tout est beau. Ignore. Ouais. Oui. Si tu te fermes les yeux, il n'y a pas de problème. 2 ans et demi plus tard, le 12 avril 2012, Robert Wood retourne au Centre Algo pour effectuer une inspection structurelle du centre. Encore. Je ne suis pas trop certain en quelle capacité exactement qu'il faisait ça, parce que, par cette date-là, sa licence professionnelle d'ingénieur avait été suspendue pour faute professionnelle pour un autre projet botché. Je te rappelle, je l'ai dit tantôt? Ben ça, tu disais, oui. Oui. Mais en tout cas, d'après Wood, en avril 2012, rien n'avait changé au Centre Algo depuis sa dernière visite 2 ans et demi auparavant. Là, on est à 2 mois de l'effondrement. Puis ça coule comme si que c'est des chutes d'eau, là. Oui. À chaque fois qu'il mouille. Là, tu vas me faire croire que même en dedans de 2 ans, il n'y avait pas rien de changé. Par ce temps-là, là, le morceau de béton, il a tombé au travers du Hungry Jacks. Ben c'est ça. Les trous dans le plafond, puis tout. Mais tout est beau. Et tristement, on est revenu là où j'ai parti sur cette tangente de tête dans le sable. C'était un résumé de toutes les alarmes qui ont été sonnées au Centre Algo. Mais la vraie histoire, je vous les assure, est encore pire que ça. Maudite gang d'autruche. Si vous allez voir sur notre page Facebook, je vais mettre plein de photos qui illustrent très clairement le mauvais état du Centre Algo. Partie 7. Le vautour tourne en rond. OK. Le matin du 23 juin 2012, un samedi, Rachel Rivet se rend au travail au Centre Algo. Elle aussi travaille dans un kiosque de loterie, directement sous le kiosque là où Lucy Aylwin travaille 1 fois par semaine. Avant son quart de travail, Rachel se rend au 2e étage, au restaurant Mom's Place. Heather Richer, la propriétaire du Mom's Place, est là depuis 5 heures du matin, cuisinant et préparant sa soupe du jour, ce qui créait toujours une odeur délicieuse dans le Centre Algo. Rachel passe toutes ses pauses de travail avec Heather au restaurant. Elle vient toujours dire à Heather « Shall we check the barbecue? » Ce qui voulait dire « On s'en va-tu dehors pour fumer une cigarette? » Ouais. Les 2 femmes sortent dehors, sur un balcon du Centre Algo, pour aller fumer. Il fait beau, le ciel est dégagé, l'été vient de commencer, c'est le 23 juin. Les 2 femmes aperçoivent dans le ciel un gros oiseau qui vole en rond par-dessus eux. L'oiseau n'arrêtait pas de tourner en rond, sans cesse, elles diront plus tard. Rachel Rivet dit « C'est comme une buse planant par-dessus le désert. C'est épeurant, ça vole juste par-dessus la mort d'habitude. » Rachel prend une photo de l'oiseau avec son cellulaire, mais l'oiseau est trop petit dans la photo pour être identifiable. « Ça m'a dérangé toute la matinée, dit Rachel. Ah ouais. Elle n'a aucune idée de ce que l'oiseau présage. Rosario Capillo est dans le Centre Algo ce matin-là. Il prend son café dans le food court comme d'habitude. Il se rend au kiosque de loterie pour s'acheter un billet de 6,49. Et il est surpris de voir Lucy Aylwin derrière le comptoir. Lucy travaille du lundi au vendredi au bureau satellite du Collège Boréal, qui est aussi dans le Centre Algo. Il dit à Lucy « Qu'est-ce que tu fais ici? » Puis elle répond « Ah, Rosario, je travaille ici parce que je me marie bientôt, puis je veux un peu d'argent de plus pour m'acheter une belle robe de noces. Oh. » La poutre par-dessus le kiosque à Lucy faillirait en moins de 4 heures. Oh my gosh. Ça me rend tellement triste, René.
À 14h17, Adam Amiot, le gérant du bargain shop, celui qui, heureusement, ne ressemble pas à son bébé, d'après Dolores, il vient de finir de compter l'argent pour son dépôt. Il doit se rendre de l'autre côté de la rue, à la banque, pour déposer l'argent du magasin. Quand il sort du bargain shop, il aperçoit Dolores Perizzolo au kiosque de loterie. Lucy Aylwin lui tend des billets Nevada qu'elle vient d'acheter. La fameuse Ticket Lady qui venait de gagner 1000 piastres 8 jours avant. Directement par-dessus eux, une Ford Focus traverse le stationnement. Sur les panneaux en béton, 38% trop faible. Supporté par une poutre en acier qui subit un assaut d'eau et de sel depuis 1980. La même poutre qui avait alarmé Dimitri Akimov, la même poutre que Robert Wood, un supposé ingénieur, avait déclaré comme sécuritaire seulement 2 mois avant, en avril. 2 mois, c'est vrai. 2 mois. Le poids de la Ford Focus sur la poutre sera la dernière goutte d'eau qui fait déborder le vase. La voiture continue son chemin pour se stationner plus loin. Oh non, pas ça. 8 secondes plus tard. Ah, vraiment? Le joint d'acier faillit. La poutre s'effondre. Une section de 12 mètres par 24 mètres de béton du stationnement, ainsi qu'une voiture qui était stationnée là, tombe directement sur Lucy et Dolores. Oh non! Au kiosque de loterie du 2e étage. L'impact cause la faillite d'une poutre qui supporte le 2e étage, perce un trou dans le plancher et continue son trajet jusqu'aux premiers étages. Les portes partout s'ouvrent avec la force violente de la pression d'air causée par l'effondrement, suivi d'un nuage étouffant de poussière de béton et de rouille. Une vingtaine de personnes étaient assises dans l'aire de restauration à quelques mètres de l'effondrement. Oh, fudge. Rachel Rivet venait tout juste de passer là, devant le kiosque, quelques secondes avant, pour aller dehors fumer. Elle n'avait même pas eu le temps de remettre son briquet dans ses poches. Elle venait tout juste d'allumer sa cigarette. Dans l'aire de restauration et partout près du kiosque de loterie, une immense pile de débris mélangée avec plein de vieilles eaux sales et rouillées, eau qui était coincée dans le toit, qui démangeait l'acier depuis une 30aine d'années, tombe sur les gens qui se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment. Les gens sont projetés au sol par la violence de l'impact. Ils sont frappés de tous les sens par des débris. D'autres sont enterrés jusqu'au cou dans une soupe rouillée de béton et de poussière. Quelqu'un qui était assis à une table près du Dolorama dit que les chutes Niagara sont tombées sur eux. Pourtant, il pleuvait même pas ce jour-là. En plus. Preuve que le plafond débordait d'eau constamment. Ça n'a pas de bon sens, c'est dégueulasse. C'est écœurant, oui. Au Mom's Place, Sarah Ball, 23 ans et enceinte, se réfugie dans le congélateur. Oui, ça t'avais dit tantôt, hein? Comme le prévoyait le plan de sécurité du restaurant pour cette exacte situation. Imagine, là, il y avait besoin d'un plan de sécurité à cause d'un toit. Elle et son bébé ne sont pas blessés. Oh, good. 20 autres personnes dans le centre Algo ne sont pas si chanceuses et subiront des blessures dues à l'effondrement. Mais parmi les blessés, plusieurs ont l'instinct de demeurer sur place pour aider les vieillards à sortir. Les services d'urgence locaux, police et pompiers, arrivent sur la scène rapidement. Mais ils ne sont pas vraiment équipés pour ce genre de situation-là. Dès 16 heures, on fait demande à l'équipe HUSAR de Toronto. C'est Heavy Urban Search and Rescue pour venir en aide. Wow. Okay, le toit s'est effondré à 14h18. À 16h, on demande de l'aide externe. Hussar arrive de Toronto 12 heures plus tard, à 4h25 du matin. Aïe. Non, pas 12 heures plus tard. Excuse, il arrive 12 heures plus tard après qu'on les a appelés, mais c'est 14 heures après l'effondrement. Par ce temps-là, on sait qu'au moins 2 personnes manquent à l'appel. Lucy Aylwin et Dolores Perizzolo, tous 2 étaient au kiosque de loterie, directement sous le panneau de béton qui s'est effondré. En arrivant,
Hussar détermine qu'ils sont bien équipés pour la situation. Après le début de leurs opérations de secours, on annonce avoir découvert un signe de vie. On ne sait pas de qui il s'agit, mais plus tard, on découvrira que c'est Lucy. Elle est vivante. Hein? Plusieurs sauveteurs confirment les signes de vie, ainsi que la réaction d'un chien pisteur sur les lieux. Il y a quelqu'un de vivant sous les décombres. Après 14 heures. Wow. Fait qu'on travaille tout le samedi dans la nuit, dimanche toute la journée, pour essayer de libérer la personne qu'on entend en dessous des décombres. Oh. Rendu au lundi matin. Tu sais, ça s'est effondré samedi après-midi à 14h18, OK? Puis Hussars sont arrivés à 4h du matin dimanche. Ils travaillent pour secourir Lucy toute la journée. Et là, lundi matin, Hussars annonce qu'ils abandonnent l'opération de secours. Hein? Inquiètent que l'effondrement rempire et mette en danger la vie de leur sauveteur. Ben oui, mais là, elle est encore en vie. Et ce, même si on vient d'entendre des signes de vie de Lucy dans les dernières heures. Non! Le kiosque de loterie était directement devant l'escalateur qui mène au niveau de stationnement et on a peur que l'escalateur, qui est très instable, tombe sur les sauveteurs. Fait que là, juste pour être clair, là, on est rendu au lundi matin, ils entendent encore les signes de vie. Ben oui. C'est confirmé, tu sais, comme par les gens qui entendent. D'habitude, c'est tap, 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 right? Il y a des chiens. Oui. Les chiens sont entraînés à donner certaines réactions s'ils entendent des respirations, des choses de même. Les chiens confirment qu'il y a quelqu'un autour là, puis les autres, ils disent non, on a fini. Les gens d'Elliott Lake sont furieux. OK, je comprends que ça peut être dangereux, puis ils veulent pas mettre la vie du monde en danger, mais comme y a-t-il quelque chose d'autre qui pourrait être fait? Je veux dire, comme. J'ai recueilli quelques témoignages. Oh. C'est une ville minière ici. La rescousse minière n'abandonne jamais leur monde. Peu importe le danger, ils creusent. Mm-hmm. Une autre personne dit « Oui, je viens du Mexique. Au Mexique, ça se passerait pas de même. Les sauveteurs mettent leur vie en danger pour sauver les vies. » Oui, habituellement. Une autre personne dit « Qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas juste la laisser mourir. » Mais c'est ça. Le député NPD de la région, Michael Manta, dit aux dirigeants des sauveteurs « Vous pouvez pas partir. Je vous laisserai pas partir. Je vais m'attacher avec des chaînes sur le devant de votre autobus. » Immédiatement après l'annonce, plusieurs citoyens braves d'Elliott Lake se portent volontaires. Oui. Ils ajoutent leur nom sur une liste disant qu'ils sont prêts à mettre leur vie en danger pour entrer dans les décombres à la rescousse de Lucy. Le propriétaire du Santalgo, Bob Nazarian, dans sa première bonne action en tant que propriétaire, déclare qu'il demande une injonction de la Cour pour ordonner à l'opération de secours de continuer. Il dit « We're not murderers. » On n'est pas des meurtriers. Okay. Finalement, après un appel au bon sens de la part du premier ministre de l'Ontario, Dalton McGuinty, on ordonne l'opération de secours de continuer. Il est maintenant 22 heures lundi soir, 56 heures depuis l'effondrement. C'est ça, je t'ai pas dire. Ça a pris combien de temps tout ça? Là? OK. J'ai pas comme un temps exact de combien longtemps qu'il a arrêté, là, mais c'est clairement assez long pour que s'il y a des entrevues comme sur CBC, il y a des vidéos que tu vois que les gens ils ont de l'air d'être comme dans, je sais pas moi, le centre civique ou quelque chose, puis il y a des gens qui parlent sur le podium, puis sont là, puis sont en train de dire comme « Hey, let's go, faut qu'on fasse quelque chose. » Comme il y avait un meeting. Oui, il y a eu un press conference, puis tout le... Mm-hmm. Fait que ça doit être assez long. Mercredi matin, le 27 juin, on découvre 2 corps parmi les débris. Non! Plus de 4 jours après l'effondrement. Ben. Lucy Elwin, 34 ans, et sa cliente qui ouvrait des billets Nevada, Dolores Perizzolo, 74 ans. Partie 8. L'enquête publique. L'enquête révèle que Dolores est morte immédiatement sous l'impact du panneau de béton. Mais Lucy n'est pas si chanceuse. Le stationnement s'est effondré sur elle à 14h18 le samedi et le lundi matin,
elle était encore en vie. Ah, misère. Les chiens et les sauveteurs sur place le confirment. Ouais. On estime que Lucy aurait survécu pour environ 39 heures avant de succomber à l'asphyxie. Ah, c'est... Elle avait des blessures graves initiales, mais elle aurait pu survivre. On détermine qu'elle est probablement morte d'asphyxie suite à un effondrement secondaire des décombres qui la recouvraient. Non. Le rapport de l'enquête indique que il y a certainement une possibilité, si Husser n'avait pas abandonné sa recherche le lundi matin, que Lucy aurait été retrouvée vivante. Non, René. C'est horrible ton histoire encore. C'est absolument horrible. L'enquête conclut que 85% de la capacité du joint soudé de la poutre d'acier avait été perdue à la corrosion. On découvrira que les architectes originaux responsables pour la conception du centre Algo étaient eux-mêmes en désaccord avec le stationnement sur le toit. Ben oui. James Kewen, l'architecte en chef, révèle qu'il n'avait pas d'autre choix d'accepter. T'avais rien qu'à pas signer le petit dessin, Carlis. Ouais, pourquoi qu'il n'y avait pas le choix? T'as toujours un choix. Ouais, je suis en désaccord complet avec ça. Ben oui. Quand tu es architecte, quand tu es ingénieur, tu as comme une des responsabilités d'avoir ces titres-là, c'est que tu as une étampe, tu as le droit de. Ben oui, c'est ça. Tu as le droit de certifier des dessins, des plans. Ouais. Puis tu as une responsabilité morale que ces plans-là soient sécures, qu'ils ne mettent pas la vie des gens en danger. C'est pas ça qu'ils appelaient le seal of approval? Comme tu as une étampe, c'est comme tu le certifies ou tu le certifies pas? Oui. Je ne l'ai jamais entendu appeler de même, mais oui, ça fait du sens. Le fils du propriétaire du Centre Algo, le fils de Bob Nazarian, admet qu'ils avaient fait pression sur les ingénieurs pour ne pas inclure de l'information sur la corrosion des poutres dans leur rapport. Oh, t'es pas sérieux. Franchement. Ouais. Secret de polichinelle. Là, mais, ouais. Il admet qu'ils ont aussi produit de fausses factures de réparation pour tromper la Banque royale du Canada, le détenteur de l'hypothèque. Non, ça, c'est fraude. Oui, très frauduleux. Bob Nazarian reçoit des menaces de mort et il doit se cacher. Il est poursuivi en cours par les propriétaires de Hungry Jack's, là où le plafond s'était effondré pendant la nuit, avant l'effondrement majeur, là, un an avant. Mm-hmm. Puis du mieux ce que j'ai trouvé, la poursuite est encore active en cours. Comme c'est là? Oui. Ça fait 13 ans, ouais. Ouais. 13 ans à l'été, ouais. Mais ça fait... Ben là, oui, dans le mois de juin. Je sais pas comment le dire en français. Là. Mais ça, c'est long de même. C'est class action lawsuit, ça prend forever. On demandera à oui, mais là, 13 ans. À un moment donné. On demandera à notre ami la juge. Oui. Asif. Robert Wood, le supposé ingénieur qui avait déclaré le centre Algo sécuritaire. Oui. Seulement 2 mois avant l'effondrement. Il y avait déjà comme pas de certification. Là, mais il a perdu sa licence. Ouais. Il n'était même pas ingénieur. OK. Robert Wood, OK. Il est accusé le 11 juillet 2015, 3 ans après l'incident, de 2 chefs d'accusation. Négligence causant la mort et négligence causant des lésions corporelles. Selon l'enquête, Wood aurait déclaré en conversation qu'il savait très bien que le stationnement risquait de s'effondrer. T'es pas sérieux encore. Mais il a modifié son rapport final à la demande de Bob Nazarian. Oui. Afin que les problèmes structurels ne compromettent pas le refinancement du bâtiment. Une question d'argent. Oui, mais comme le fils de Nazarian qui avait dit, ils avaient coaxé de faire ça. Oui. C'est clair qu'il avait fait ça, là. Oui, mais comme ils l'admettent ouvertement aussi. Oui, c'est ça. Puis de plus, comme j'ai dit tantôt, la licence d'ingénieur professionnel de Robert Wood était déjà suspendue lors de sa dernière inspection. Sa licence a été retirée pour de bon. En juin 2017, fait que 2 ans après, le juge Edward Garreau de la Cour supérieure de l'Ontario décide du sort de Robert Wood face aux 2 chefs d'accusation. Mireille, quoi tu penses? Coupable. C'est bien mieux d'être coupable. Je m'excuse. Robert Wood est non coupable. Comment? Il avait même pris des photos. J'en suis bouche bée, moi aussi. Je reviens pas. Non,
que ce gars-là s'en est sorti. Le juge Garreau a déclaré que Wood devait accepter une responsabilité morale pour les événements qui se sont déroulés le 23 juin 2012 au Centralgo. OK, minute. C'est-tu à cause que monsieur n'avait pas sa licence? Non, je vais te l'expliquer. Ça me dérange pas. Je suis en désaccord complet avec son explication. Là, mais ça me dérange même pas. C'est quoi ça va être son Il indique que le travail de M. Wood était médiocre, négligé et même insuffisant, mais qu'il n'atteignait pas un niveau de criminalité. Oui, ça l'atteint un niveau de criminalité. Il a été bribé. Oh, ouais, OK, ça c'est pas clair s'il a reçu de l'argent, mais les autres qui ont dit on a fait pression pour qu'il... Puis il l'a accepté, il l'a fait. Ouais. Ça, c'est très croche. Oui. Je vais te pitcher mon crayon de Hannah Montana. Là. Non, pitch-le à Robert Wood, pas à moi. Tiens, Robert Wood. Tiens. Le juge a également critiqué les responsables de la ville d'Elliott Lake, qui n'ont pas exercé une vigilance suffisante, ainsi que Bob Nazarian, que le juge a qualifié de propriétaire négligent et avare, qui a minimisé les problèmes. Il a privilégié son portefeuille au détriment des gens d'Elliott Lake, au lieu d'adresser les défaillances de son bâtiment. Je suis d'accord pour ça, pour lui, mais pas pour la ville. Parce que la ville, il avait demandé d'avoir un rapport. Puis ils ont reçu le rapport. Ah, mais ils ont fermé leurs yeux pareil après. C'est que, comme je peux voir que la ville n'a pas fait assez, mais aussi du point de vue de la ville, là, comme l'avocat du diable, ça serait... Ils ont eu un rapport d'ingénieur, puis pourquoi qu'ils devraient questionner le rapport d'ingénieur, right? Non, oui, c'est ça, mais... Mais c'est que le rapport d'ingénieur est croche. C'est ça. Puis il est clairement frauduleux, d'après les témoignages de le fils de Nazarian. Puis après ça, t'as Dimitri qui est allé les voir, hein? Après que c'est fait congédier. Ouais. Ça fait que, oui, comme... En tout cas. Mais... je suis totalement pas d'accord que Robert Wood n'a pas eu... En tout cas. Non, moi non plus. Continue. Je suis 100% en désaccord avec la décision du juge. Ouais, c'est stupide. Robert Wood, c'est un ingénieur. Au Canada, les ingénieurs reçoivent une bague en fer qu'ils portent au petit doigt. Comme toi. Oui, merci. C'est pour ça que ça m'insulte beaucoup, ça, ici, là. La bague représente, Mireille, tu sais quoi? Représente quoi? La bague représente le pont de Québec qui s'est effondré à 2 reprises en 1907 et 1916 suite non, je savais pas ça. à des erreurs humaines. Mm-hmm. La bague symbolise l'humilité et la faillibilité des ingénieurs pour nous rappeler que nos calculs et nos décisions supportent des vies humaines. Robert Wood a trahi le code d'éthique de l'ingénieur quand il a choisi de mentir, de falsifier ses rapports à la demande de Bob Nazarian. Robert Wood, dans mes yeux, est responsable pour la mort de Lucy Aylwin et de Dolores Perizzolo. Oh. Est-ce qu'il est le seul coupable? Non. Bob Nazarian est coupable aussi. Oui. On aurait dû faire un exemple de Robert Wood parce que la négligence, ça tue. Et sa négligence à lui a mené directement à la mort de 2 personnes. C'est une négligence criminelle, mais je veux dire, plusieurs personnes est à blâmer aussi, là. De toutes les gens qui sont à blâmer, Robert Wood mérite le plus de blâme, tant qu'à moi. Nazarian aussi, là. Oui. Oui. Absolument, là. Oui, mais il y a un recours légal très facile pour accuser Robert Wood. Puis c'est ça qu'ils ont fait, right? Ouais. T'es ingénieur, t'es supposé de dire la vérité. Mm-hmm. Puis clairement, t'as produit des rapports frauduleux. Oui. Je veux dire, c'était mal fait depuis le début, là. Oui, mais il y a eu amplement de chance de corriger les erreurs. Ils n'ont pas corrigé. Mm-hmm. Puis ensuite, la job à Robert Wood, ça aurait dû être de fermer le centre d'achat. C'est ça. Parce que la ville voulait le fermer. Tu sais, on dit dans un délai de 5 semaines. Oui. Lui, il aurait dû arriver là puis dire c'est vrai, ça fait dur, les gars, on ferme ça. Oui. Le Centralgo a été démoli débutant en décembre 2012, sous ordonnance de la ville d'Elliott Lake, une fois que l'enquête sur les lieux s'est conclue. Il était déjà démoli.
plusieurs records privés, incluant des informations de la branche de Service Canada qui était dans le centre d'achat, des photocopies de permis de conduire, des numéros d'assurance sociale et du bureau de santé régional, ainsi qu'une trentaine d'urnes d'un salon funéraire alternatif qui était aussi dans le centre d'achat, ont été laissés parmi les décombres. Certains de ces items ont été retrouvés plus tard dans le dépotoir d'Elliott Lake. Ah oui? T'imagines-tu, tu aurais une urne avec, comme mettons, ton grand-père, ta mère décédés dans le centre d'achat. Après ça, plus tard, quelqu'un dit, on l'a trouvé à Dompe. Wow. Ça n'a pas de bon sens, hein? Non. Imagine-toi. Toute la marchandise des commerces qui se trouvait dans le centre Algo ce jour-là a été, entre guillemets, perdue. Ouais, non, ça, je sais aussi que ça s'est ramassé. Et en réalité, puis j'ai de très bonnes sources fiables pour ceci, les compagnies qui ont été embauchées pour démolir le bâtiment se sont un peu gâtées en passant à travers la marchandise du Dollarama, du Zellers et du Bargain Shop et de tous les autres commerces qui n'étaient pas directement sous le panneau de 12 mètres par 24 mètres qui s'est effondré. Il y en a plusieurs qui se sont ramassés à Kapuskasing aussi, hein. Certains ont revendu cette marchandise. OK, non, celle-là que je sais que s'est ramassée ici, ça a été donné, ça n'a pas été revendu. Oh, non, moi, je vais te le dire après, mais qu'on arrête d'enregistrer, là, je vais te dire d'où ça vient. OK. Partie 9, la dernière goutte d'eau. L'effondrement du centre Algo, c'est pas seulement la mort de Lucy Aylwin et de Dolores Spirizuolo. C'est pas seulement les 20 autres blessés qui ont sorti de là vivants, c'est aussi au-dessus de 250 emplois qui ont été perdus dans la ville, qui représentaient 6% de tous les salaires gagnés à Elliott Lake. Hey. C'est une énorme perte économique. C'est énorme. Même si c'est la rouille qui a causé la faillite d'une poutre d'acier au centre Algo, la véritable cause de la tragédie, c'est pas l'histoire d'une faillite matérielle, mais d'une faillite humaine. Oui. La prochaine fois que vous entrez dans un bâtiment et que vous voyez une toile au plafond qui attrape l'eau ou un seau par terre qui se remplit goutte par goutte, rappelez-vous que goutte par goutte, l'eau est en train de détruire la structure par-dessus votre tête. Et questionnez-vous, est-ce que ce bâtiment est réellement sécuritaire? La corruption et l'incompétence sont partout. Des Bob Nazarian puis des Robert Wood, il n'y en a pas juste un de chaque. Puis au Canada, comme que je viens de vous le raconter, ils sont même pas tenus responsables de leur corruption et de leurs incompétences. Non. Où est la justice pour Lucy Aylwin et Dolores Spirizuolo? C'était mon cas au sujet de l'effondrement du stationnement du centre Algo. C'est vraiment triste. C'est croche et triste. Ben oui, mais René, ça ne pas supposé d'arriver. Ça ne devrait pas arriver des affaires de même. Non. Ça faisait tellement longtemps. Quand en anglais, ils disent freak accident, mais comme non. un accident imprévoyable. Ça, c'était pas... C'est pas Final Destination, là. Non. Ça faisait des années. Oui, depuis au moins 1991, il y a des indications, dans les rapports de TRO, que quelque chose aurait dû être fait à propos du stationnement. Puis très simplement, comme tu l'as figuré en dedans comme 10 minutes, ferme le stationnement. Ben, ça prend pas la tête à Papineau, là. Ouais. Hein? Rends-les imperméables. Franchement. Empêche les chars d'aller là. Puis c'est ça, c'est fini, that's it. Oh. Le centre d'achat serait encore là. Et Lucie serait mariée. Puis Dolores aurait continué d'ouvrir ses Nevada. Gagner son argent au Nevada. Mais tu sais que c'est comme ici, là. Il y avait des gros problèmes d'eau aussi dans le centre d'achat à Kapuskasing. Okay? Ben, je voulais m'en venir là. C'est que... Ah, excuse. Oui. Parce que tu avais terminé. Le cas, oui, mais là, on parlait d'autre chose. OK, excuse. En réponse à l'effondrement du centre d'achat Elliott Lake, dans le nord de l'Ontario, on a vu plusieurs sections de nos centres d'achat se faire démolir dans les années qui suivent. Puis ça, c'était triste aussi, parce qu'on avait un super beau centre d'achat. Oui, mais ça coulait beaucoup dans le nôtre aussi. Ça coulait, mais c'était une autre affaire de même. C'est pas à cause qu'on avait un stationnement sur le top, c'est juste qu'il faisait aucun
aucune réparation qui était censée être faite. Et puis, là, c'est ça. C'est comme ici, ils ont démoli une grande partie après qu'Elliott Lake est effondré. À Timmins, ils ont démoli toute la section du Sears, qui était anciennement le Walmart, qui était anciennement le Woolworth, qui était anciennement le Woolco. Toute cette section-là a été démolie aussi parce que ça coulait. Je m'ennuie des Sears. C'était le fun, le Sears. C'était le fun, leur magazine de Noël. Ça fait qu'au moins ça, il y a au moins ce positif-là qui est sorti de l'accident. C'est que tout le monde qui appartenait à des édifices, des bâtiments de même, que l'eau coule, se sont probablement fait taper ses doigts par le gouvernement en disant comme « Hey, s'il y a le moindre indice qu'il y a des problèmes structurels, jette-moi ça à terre tout de suite. » Oui. Puis, écoute, je comprends. C'est triste parce que les centres d'achat, il y en a de moins en moins. Puis oui, c'est triste des pertes, mais... Oui. Mais c'est la bonne chose à faire. Ben, si tu veux pas mettre d'argent dedans, achète-les pas. Ouais. Tu sais dans quoi tu t'embarques quand tu l'achètes. Parce que, comme tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait ici à notre centre d'achat? Ça a été démoli en comme 2015, 2016. Je pense que ça fait pas si longtemps que ça. Je sais pas. C'est triste. C'est ça qui aurait dû arriver quand que Robert Wood a inspecté. Il aurait dû arriver là et dire « Oh, non, ça, c'est pas beau. Il faut tout jeter à terre cette partie-là. Sinon, ça va tomber sur quelqu'un. » C'est ça. Tu sais, comme je m'en calisse d'une nouvelle... du nouveau contrat de location que tu as avec ton nouveau client, là, c'est pas important. Tu fermes sécurité, la section du mort. Ouais. C'est ça. Santé, sécurité, rentrer là-dedans, let's go. Fait que pour cet épisode-ci, il y a énormément de ressources comme vidéo. Il y a énormément de ressources vidéo et photos. Puis je vais en partager beaucoup sur Facebook. Okay. Fait que si vous êtes curieux de voir de quoi ça avait de l'air, là, je vais mettre plein de choses. Good. Veux-tu faire ton entretien ménager? Ah, ben oui. Fait que c'est ça. Venez jaser avec nous sur les médias sociaux. On est sur la piste du crime sur Facebook et Instagram. Pour du contenu supplémentaire, visitez notre Patreon. Abonnez-vous au podcast sur Spotify, Apple et YouTube pour avoir une notification quand on sort un nouvel épisode. Et puis, n'oubliez pas de nous donner 5 étoiles. Oui. Ah, et puis, on n'a pas dit merci à nos Patreons en début, puis j'avais des Tarlads du Canada à faire qu'on n'a pas fait parce que c'était déjà un cas très gros à... Très long, oui. Très long, c'est ça, excuse, très long. Très long, puis il est tard. Là. Il est déjà tard, puis t'es mieux d'avoir pesé record parce que je vais être vraiment fâchée. Oh non, on n'enregistre pas. C'était bien mieux de tourner. Oui, épisode de Mes Favelles, on avait oublié. On a peut-être refait la dernière 45 minutes une deuxième fois. Peut-être. On ne sait pas. On dira. Mireille était peut-être choquée après moi. J'étais pas trop contente. Ben, choquée. Je veux dire, l'erreur est humaine. Ouais, mais tu vois, ça, c'est pas grave. Non, celle-là, c'était pas grave. Ça se refait. Mais c'est ça. Donc, je veux juste dire un gros merci à nos Patreons, René. Merci pour tout votre support. Merci pour vos commentaires. Vous pouvez toujours nous envoyer des messages. On est contents de vous répondre. Oui, ou des opinions sur l'épisode. N'importe quoi. Si on a fait des erreurs, dites-nous-le, on va le corriger. On fait toujours des erreurs. Oui. C'est correct. Pas des erreurs d'ingénieur, par exemple. Pas en ingénierie. Ben, on n'est pas ingénieur. On peut en faire des erreurs, nous autres. Pas grave. Je dis pas on. Tu peux pas m'inclure là-dedans. Toi, t'es pas ingénieur. Ben, René, t'es-tu un ingénieur en bâtiment? Non. Bon. Non, mais j'ai quand même une bague. Oui, t'as une bague, mais tu mets pas ta petite étampe, toi, là. J'ai pas besoin. J'ai jamais eu besoin de m'en servir dans toute ma carrière. T'en as-tu vraiment une, cette étampe? Oui. Ah, vraiment? J'ai jamais vu. Oui, puis mon nom est mal écrit dessus, mais je l'ai jamais fait changer. Ils ont mis deux... Il me semble, si je me trompe pas, là, ils ont mis l'accent aigu sur le premier E. Reine. Ouais. Reine. Richard. Ouais. Reine, ouais, pas Reine. Oh, wow, il est tard. Ouais. OK. Donc, en tout cas, c'est OK. J'ai fini de rire de toi, là. Mais tu sais, moi, le temple s'est arrêté pour des schémas électroniques. Puis, tu sais, dans ma première carrière, j'ai conçu des systèmes de batterie qui supportaient la vie du monde. Ouais, c'est vrai. C'était important, ouais, là. C'est vrai. C'était très important. Ouais. Ouais. OK. M'a donné ça. Ouais. Excuse de t'avoir lancé un crayon. Je ramasse mon crayon. Ouais. La violence.
conjugal. Crayon de Hannah Montana. Ça dit Girls Rock dessus, check. Ouais, c'est le temps de... Ouais, okay. C'est le temps d'arrêter ça si tu parles des crayons. OK. Bonne semaine, la gang. Bye. Bye.